L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vendredi 9 octobre 2020, 64 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. Perquisition de drogue à Montmagny. 50 ans de la crise d'octobre. Bernard Généreux ne s'excuserait pas, mais il est en faveur d'un débat pour établir les faits. La ville de Montmagny affiche les couleurs des fêtes du 375e. COVID-19, dépistage des employés du magasin Costco du quartier Saint-Romuald à Lévis. Desjardins remet 25 000 $ à la campagne Les Sœurs Entrepreneurs grâce au programme du cœur à l'achat. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. En date du 8 octobre, les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19, il y a 64 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 1 873 personnes infectées. 34 personnes sont hospitalisées, dont 6 aux soins intensifs. Le total des personnes rétablies est de 1 292. 2 décès supplémentaires portent le nombre à 29 pour les décès au total. Une personne décédée résidait à la résidence Accès Santé Service Plus à Thetford et l'autre personne décédée à la résidence La Seigneurie de Lévis. La direction du CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, et les résidences offrent leurs sincères condoléances aux familles et aux proches de ces personnes et leur font part de leur soutien dans cette épreuve. Pour la MRC de Lillet, on compte 27 cas au total pour 20 cas guéris dans la COVID-19, ce qui se traduit par 7 cas actifs au final. Du côté de la MRC de Montmagny, on dénombre 26 cas au total pour 24 guéris, donc 2 cas actifs actuellement. Voici les cas de COVID-19 selon les endroits de la région de Chaudière-Appalaches. Les CHSLD, 3. Les résidences privées pour aînés, 7. Autres milieux d'hébergement, 5. Autres milieux de soins, 6 cas. Les écoles, 9. Les entreprises, 10. Les activités sociales et loisirs, 4. À l'hôpital de Saint-Georges, on dénombre 6 cas actifs chez les usagers et 5 cas actifs chez les travailleurs. À l'hôpital de Thetford Mines, on dénombre moins de 5 cas actifs chez les usagers et chez les travailleurs. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, on dénombre 15 cas actifs chez les usagers et 18 chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. Au CHSLD de Sainte-Claire, on confirme une éclosion au CHSLD de Sainte-Claire. On dénombre aucun cas actif chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Au CHSLD de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi qu'un décès cumulatif. Au CHSLD de Sainte-Perpétue de Lillet, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs.
Résidence privée pour aînés Jazz de Lévis, un nouveau cas confirmé. On dénombre 21 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. Hôtellerie Nouvel Âge à Thetford, aucun nouveau cas. On dénombre 22 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés Accès Santé Service Plus à Thetford, aucun nouveau cas. On dénombre cependant 2 cas actifs chez les usagers et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. Résidence privée pour aînés, la Seigneurie de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 12 cas actifs chez les résidents et 13 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 3 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés, les Jardins Saint-Alphonse à Thetford, aucun nouveau cas. On dénombre cependant 1 cas actif chez les résidents, ainsi que 3 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés Jeanne d'Arc-Filion à Saint-Nazaire, aucun nouveau cas. On dénombre 3 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi qu'un décès cumulatif. Ressources d'hébergement Le Cristal à Thetford, aucun nouveau cas. On dénombre 9 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 5 décès cumulatifs. Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Montmagny, en collaboration avec leurs collègues de la MRC de Bellechasse, ont réalisé, dans la soirée du jeudi 1er octobre dernier, une perquisition sur la rue du Palais de justice à Montmagny. Les forces de l'ordre ont ainsi saisi près de 800 grammes de cannabis illicite, près de 30 grammes de champignons magiques, quelques comprimés de méthamphétamine et 2 grammes de hashish. De plus, des cigarettes de contrebande, une arme prohibée, soit un poing américain, et une somme d'argent ont aussi été saisis. Les suspects, 2 jeunes hommes âgés de 17 et 19 ans et une femme âgée de 18 ans, ont été libérés par sommation et le dossier sera soumis pour étude au procureur. Cela fait 50 ans, en 2020, qu'a eu lieu la crise d'octobre au Québec, désignant, rappelons-le, une série d'événements politiques et sociaux liés à l'enlèvement de l'attaché commercial du Royaume-Uni, James Richard Cross, et l'enlèvement et le meurtre du ministre provincial du Travail, Pierre Laporte, par le Front de libération du Québec, le FLQ, où, avec la loi sur les mesures de guerre, près de 500 citoyens québécois ont été arrêtés arbitrairement. Puisque le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, refuse de s'excuser sur la question, CMA-TV Nouvelles a demandé au député fédéral de la circonscription de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, si, lui, croyait que le gouvernement fédéral devrait s'excuser. Visiblement, ce dernier ne s'excuserait pas, puisqu'il estime que l'enjeu comporte plusieurs nuances, ce que semble volontairement oublier, selon lui, le Bloc québécois. Toujours selon M. Généreux, les conservateurs seraient en faveur d'un débat en Chambre pour bien établir les faits et commémorer ce qui doit être commémoré s'il y a lieu. Voici les propos de M. Généreux. À ma connaissance, seulement 2 électeurs à travers tout le comté, incluant vous, m'ont contacté au sujet de la crise d'octobre 70, demandant d'en faire une priorité. J'ai plutôt l'intention de concentrer mes efforts à défendre les enjeux qui touchent notre région, tels que la main-d'œuvre, le renouvellement de nos infrastructures et l'amélioration du réseau de télécommunications, dans le but d'améliorer la vitalité de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, alors que les effets de la pandémie nous touchent de plein fouet. Il ne faut pas oublier que la crise d'octobre est d'abord le triste anniversaire de l'exécution du ministre Pierre Laporte aux mains de l'organisation terroriste FLQ. Mes pensées et celles de mes collègues conservateurs sont avec sa famille et ses amis, en ces moments qui viennent raviver des souvenirs difficiles. Puisque l'enjeu comporte plusieurs nuances, ce que semble volontairement oublier le Bloc québécois, les conservateurs sont en faveur d'un débat en Chambre pour bien établir les faits et commémorer ce qui doit être commémoré. La question d'équilibre entre les libertés individuelles et les pouvoirs du gouvernement pour assurer la sécurité est importante. Et je rappelle que c'était un gouvernement conservateur qui a voulu remplacer la loi sur les mesures de guerre en adoptant la loi sur les mesures d'urgence en 88 avec une portée limitée, afin de mieux protéger les droits individuels.
Le coup de théâtre de l'ancien premier ministre Pierre Elliott Trudeau durant cette crise laisse un goût amer avec sa personnalité hautaine qui semble parfois revenir, par le biais du premier ministre actuel, a expliqué le député conservateur. Rappelons cependant que le lieutenant politique du Québec pour le Parti conservateur du Canada, en l'occurrence Richard Martel, a récemment déclaré qu'il ne croyait pas que des excuses étaient nécessaires pour les personnes arrêtées et perquisitionnées de façon arbitraire pendant la crise d'octobre. C'était une situation extrêmement difficile. D'abord, il y a un ministre qui a été tué, le ministre Pierre Laporte, et justement, je profite de l'occasion parce que mes pensées sont avec la famille aujourd'hui. Puis, il y avait des bombes qui éclataient partout. Il fallait réagir, a-t-il déclaré, à la sortie d'une rencontre du caucus de son parti, mercredi midi, et rapporté par l'actualité. Le 375e anniversaire de fondation de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud arrive à grands pas. Et pour se mettre dans l'ambiance, la ville de Montmagny commence à afficher les couleurs des fêtes. On en parle après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue Laure. Développement Laure Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ aux 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Mine de rien, et malgré la situation en lien avec la COVID-19, le 375e anniversaire de fondation de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud arrive à grands pas. Et pour ce faire et se mettre dans l'ambiance, la ville de Montmagny commence déjà à afficher les couleurs des fêtes. En effet, depuis quelques jours, une magnifique enseigne lumineuse représentant le logo officiel des fêtes surplombe fièrement l'entrée de l'hôtel de ville. Au fil des semaines, d'autres éléments visuels s'ajouteront au décor de diverses infrastructures municipales pour rappeler aux citoyens qu'un moment important de l'histoire manimontoise sera célébré en 2021. 2021 sera une année importante dans l'histoire de Montmagny et je considère essentiel de souligner ce 375e anniversaire comme il se doit, même en contexte de pandémie. Par l'installation de cette enseigne lumineuse, nous voulons donner le ton et rappeler à la population que l'an prochain, nous aurons le cœur à la fête et que de beaux projets seront réalisés dans le cadre de ces célébrations, a confié le maire de Montmagny, Rémi Langevin, qui sera avec nous en deuxième portion de notre émission. Les membres du comité organisateur des fêtes du 375e abondent dans le même sens que le maire et espèrent que les citoyens, comme les entreprises de Montmagny, adhéreront aux festivités et y prendront part avec enthousiasme. Et ces derniers sont d'ailleurs invités à afficher fièrement les couleurs du 375e en ajoutant le logo officiel des fêtes à leur site Internet, à leur signature électronique ou encore en utilisant l'habillage de profil Facebook spécialement créé pour l'occasion. Ceux-ci sont téléchargeables à partir de la page web consacrée aux fêtes du 375e de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud au ville.montmagny.qc.ca/375. Pour ne rien manquer des festivités et des annonces officielles qui seront faites prochainement, il suffit de suivre la toute nouvelle page Facebook Fête du 375e Montmagny dédiée aux célébrations. La direction de santé publique du CIS de Chaudière-Appalaches informe la population qu'il y a eu récemment 13 cas positifs de COVID-19 chez le personnel du magasin Costco du quartier Saint-Romuald à Lévis.
Les employés testés positifs ainsi que leurs contacts ont été placés en isolement et un dépistage de l'ensemble des travailleurs du magasin se fera à compter de ce vendredi 9 octobre. La direction de santé publique souligne que le risque pour les clients ayant fréquenté l'entreprise est jugé très faible. Les mesures de prévention et de contrôle mises en place par l'entreprise sont rassurantes afin de limiter la propagation du virus auprès de la clientèle. Seuls les clients qui ressentent des symptômes liés à la COVID-19 et qui ont fréquenté le Costco entre le 25 septembre et le 8 octobre sont invités à prendre rendez-vous pour un test de dépistage en composant le 1-877-644-4545. En moins de 30 jours, la population de Lillet s'est mobilisée pour soutenir la campagne de sociofinancement Les Sœurs Entrepreneurs et les commerces locaux de la région. C'est ainsi que la campagne a été en mesure d'atteindre son objectif en recueillant 25 490 $ et obtenir un montant additionnel de 25 000 $ dans le cadre du programme du cœur à l'achat, encouragé par Desjardins. Cette contribution sera distribuée en parts égales aux organismes soutenus par la campagne, soit le Centre d'équithérapie La Remontée, la Maison de la famille de la MRC de Lillet et Soupe aux boutons. Au final, ce sont des retombées totalisant 50 490 $ qui auront permis de générer ce grand effort de solidarité au bénéfice de nos commerces locaux et organismes de première ligne. Le succès de la campagne est une grande source de fierté pour nous tous, a déclaré Jean Saint-Pierre, directeur général de Destination Région Lillet. Et c'est grâce au soutien de la population de la MRC de Lillet que nous avons pu soutenir concrètement nos commerces locaux durement touchés pendant la pandémie. Je les remercie de leur appui. En fin de compte, c'est toute la communauté qui profitera de cet investissement et qui gagnera en vitalité. Quelle belle réussite collective! Grâce au programme du cœur à l'achat, Desjardins sera en mesure d'offrir un soutien financier aux organismes associés à la campagne. Ainsi, un montant additionnel de 25 000 $ sera remis au Centre d'équithérapie La Remontée, à la Maison de la famille de la MRC de Lillet et à Soupe aux boutons. Desjardins est heureux de constater l'effet de levier que procure la campagne auprès des commerces locaux et les retombées pour toute la collectivité. Notre participation représente un soutien pour les organismes qui rendent des services indispensables en cette période de pandémie, a souligné Francine Pellerin, directrice générale de la Caisse Desjardins du Nord de Lillet. Les Caisses Desjardins de Lillet tiennent à remercier tous ceux et celles qui ont appuyé la campagne en se procurant une carte cadeau ou en faisant un don. Par ailleurs, nous tenons à saluer le travail de Destination Région Lillet et de Marie-Pierre Patoine qui ont su orchestrer cette campagne de main de maître avec le soutien de la Ruche, a poursuivi Daniel Allen, directeur général de la Caisse Desjardins du sud de Lillet et des Hautes-Terres. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 481-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 13 655 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Alors, je vous parle de ce journal communautaire, le journal L'Écho d'en haut, qui est distribué depuis ce mercredi dans votre Publisac. Donc, L'Écho d'en haut qui rejoint les résidents de Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Marcel, Saint-Omer, Saint-Pamphile,
Sainte-Perpétue et Tourville. Donc, dans votre journal d'édition de ce mois-ci, vous allez retrouver des articles tels que M. et Mme Albéric Saint-Pierre, qui sont honorés par les Chevaliers de Colomb de Saint-Pamphile. Donc, tous les détails sur cette belle présence des Chevaliers de Colomb qui honorent M. et Mme Saint-Pierre. Également, un nouveau repère patrimonial. Même la COVID ne peut empêcher l'observation des oiseaux. Alors, c'est un beau loisir qu'on peut pratiquer au sud de la MRC de Lillet. Gilles Bourgault et Mme Louisette Fortin, qui méritent le prix Juliette Dupont. Également, on parle, parce qu'il y a des gens de chez nous qui présentent le cheminement de Manon Daniel Gamache, native de Sainte-Félicité. Alors, il y a bien d'autres articles, des chroniques, un journal très intéressant. Surtout, c'est un journal de chez vous, les gens du sud de la MRC de Lillet. Alors, l'Écho d'en haut, votre journal communautaire, disponible dans votre Publisac depuis mercredi. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. À votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Alors, hier, jeudi, on a connu quand même une belle journée ensoleillée. C'était quand même frais, il y avait de bons vents, mais quand même, c'était très ensoleillé, une belle journée d'automne. Pour la fin de semaine, mais là, c'est un peu la tcha-tcha de la part des météorologues. On ne sait pas trop. Oh, des averses samedi. Oh, non, de la pluie intermittente. Oh, ben là, ça va être des averses en fin de journée. Alors, je pense qu'il faudra prendre le temps comme il viendra parce que c'est un peu nébuleux par rapport aux conditions météorologiques. D'abord, on va regarder notre image radar, alors qui nous indique qu'il y a une masse nuageuse à l'extrême est. Mais pour nous, il y a quelques passages nuageux, mais rien de bien important. Et ça nous donne comme journée aujourd'hui alternance de soleil et de nuages, vent d'ouest de 20 km/h avec un maximum de 10 degrés. Pour ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, devenant nuageux vers minuit, suivi de pluie intermittente, vent du sud-ouest de 20 km/h avec un minimum de 8. Demain, samedi, nuageux, 30 de probabilité d'averse le matin, averse débutant en après-midi, vent du sud-ouest de 30 km/h avec des rafales à 50, maximum de 18 degrés pour demain. Et regardez la variation des températures par rapport à dimanche, parce que c'est une dépression qui passe très rapidement sur nos régions. Et pour dimanche, bien, ça va vraiment se dissiper, cette dépression, et nous apporter du beau soleil pour dimanche et lundi. Mais ce sera frisquet pour dimanche, avec 8 degrés pour Montmagny, 7 pour Lillet et 5 pour Kamouraska. Et pour lundi, congé de l'Action de grâce, 10 degrés avec plein soleil. Pour maintenant mardi, de la pluie intermittente avec un maximum de 11. Mercredi, pluie intermittente 14. Et pour jeudi, du temps nuageux avec 60 de probabilité d'averse et un maximum de 12 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 11 le jour, 1 la nuit. C'était 2 à ce matin, très tôt. 6h52, le soleil s'est levé. Il se couchera à 18h06, heure avancée de l'Est. Maintenant, la pression barométrique est à 101,4 kPa à la hausse. L'humidité à 54 Les vents soufflent actuellement de direction ouest à 15 km/h, en rafale à 27 km/h. Il fait soleil, mais quand même, il y a de fréquents passages nuageux. Donc, ça nous donne un ciel variable et c'est 3 degrés.
Pour les heures de la marée, eh bien, elle était basse à 5h11 ce matin. Elle sera haute à 10h58 et de nouveau basse à 17h13 ce soir. Voilà, ça complète les prévisions de la météo à long terme pour d'abord ce long congé de l'Action de grâce et pour une partie de la semaine prochaine, donc pour les prochains séjours. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui vendredi le 9 octobre 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 9 octobre, également le 10, demain samedi, le 11 dimanche et le 12 parce que lundi, on sera en congé. Ben oui, c'est le long congé de l'Action de grâce et on se permet une petite journée de congé si vous nous le permettez. Alors d'abord, hier, le 8 octobre, c'était l'anniversaire à Juliette Tardy. Elle a eu 17 ans. C'est de la part de ses tantes Fournier. Alors, bon anniversaire, Juliette Tardy. 17 ans hier, à 1 an de la majorité. Aujourd'hui, le 9, c'est l'anniversaire à Fernand de Poirier. On a beaucoup d'anniversaires et je suis tellement content. Vous n'avez pas idée comment j'ai le plaisir de prendre ça tous les matins au 281-1313, poste 229. Donc, Fernand de Poirier, c'est une voisine. Moi, je trouve ça tellement sympathique. Mme Jeanne Caron, qui vous souhaite bon anniversaire, Mme Fernande de Poirier, et elle dit qu'elle vous apprécie beaucoup. Alors, c'est un beau message d'anniversaire, Mme Fernande de Poirier. C'est Mme Jeanne Caron qui vous souhaite un bon anniversaire. Marc-André Deneau, c'est votre mère Solange qui vous souhaite bon anniversaire, Marc-André Deneau, en ce 9 octobre. Bon anniversaire aujourd'hui à Arthur Nicole. 88 ans, M. Arthur Nicole. Ben, j'ai trouvé ça drôle. Ce sont vos aimables belles-sœurs qui vous souhaitent bonne fête également. Jacques, Sophie et Frédéric, votre filleule. Donc, bon anniversaire, M. Arthur Nicole, aujourd'hui. Bon anniversaire à Marcel Bard. Ben, c'est votre conjointe Marie-France et les enfants et votre maman qui vous souhaite bon anniversaire, Marcel Bard, en ce 9 octobre. Bonne fête aujourd'hui à Marielle Cloutier. C'est de la part de la chorale Saint-Thomas, donc Solange, qui nous disait que malgré la pause de la chorale, eh bien, elle n'oublie pas de souhaiter bon anniversaire à tous les membres. Donc, Marielle Cloutier, c'est la chorale Saint-Thomas. Et bravo à Solange Tanguay qui s'occupe dignement de souhaiter bon anniversaire à tous les membres de la chorale quand c'est le moment venu. Diane Robin, bon anniversaire, c'est de Clémence et Sabine. Bonne fête ce 9 octobre. C'est terminé pour le 9 octobre. Maintenant, demain, samedi, ce sera l'anniversaire à Pascal Tanguay. C'est de la part de toute la famille. Donc, bon anniversaire, Pascal Tanguay. Bon anniversaire à Lily Dubé, demain, le 10 octobre. C'est de la part de la chorale Saint-Thomas. Bon anniversaire, Lily. Bon anniversaire aujourd'hui, demain, le 10 octobre, à Hugo Pelletier. C'est de votre grand-mère Monique. Alors, bonne fête, Hugo Pelletier, 10 octobre. Toujours demain, samedi, bon anniversaire à Mme Janine Godbout. C'est de la part d'une de vos amies. Alors, bon anniversaire, Janine Godbout. Toujours demain, samedi, Françoise Fournier, bonne fête. C'est Jeannette qui vous souhaite une belle journée d'anniversaire pour le 10 octobre. Bon anniversaire, demain, samedi, à Guylaine Gagné. C'est de la part de sa maman qui vous aime beaucoup. Donc, bon anniversaire à Guylaine Gagné, une maman qui vous aime beaucoup. C'est l'anniversaire le 11 octobre. Maintenant, on est rendu à dimanche. Benoît Fortin, c'est votre mère et vos frères qui vous souhaitent une belle journée d'anniversaire pour dimanche. Benoît Fortin. C'est terminé pour dimanche et maintenant pour lundi, jour de l'Action de grâce, ce sera l'anniversaire à Michel Laflamme de Montmagny. C'est de la part de Gisèle. Donc, voilà, beaucoup d'anniversaires aujourd'hui, cette fin de semaine, mais aussi au cours de la semaine. Regardez-moi tout ce beau monde qui, une de ces personnes va mériter notre certificat cadeau de 25 $. Qui sera notre gagnante ou gagnant? Alors, voilà, je m'empresse de Diane Morin. C'était son anniversaire le 7 octobre, qui, on l'avait annoncé, échangeait de dizaines. Ben, c'est un beau cadeau, vous changez de dizaines, et en plus, vous méritez un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Maintenant, pour les anniversaires,
Eh bien, aujourd'hui, c'est la fête à Marc-André Fortin, chanteur québécois, Star Academy 2005, 39 ans. Juliette Dumont, fille de Mario Dumont et Marie-Claude Barrette, 18 ans. Sean Lennon, chanteur, fils de John Lennon et Yoko Ono, il a 45 ans. Alika Sorenstam, ex-golfeuse professionnelle suédoise, 50 ans. Guylaine Tremblay, comédienne et actrice québécoise, 60 ans. Nicole Croisy, chanteuse française et son grand succès, Une femme avec toi. Nicole Croisy qui a 84 ans aujourd'hui. On se souvient du décès le 9 octobre de Jacques Larochelle, 85 ans, qui a œuvré dans le domaine artistique pendant 30 ans. Il a été chanteur, animateur radio, CKCV, Télé4. Il est décédé en 2019. Valentino Valentini, 88 ans, acteur italien célèbre pour sa présence à la distribution des Tontons Flingueurs et de bien d'autres comédies des années 60. 2017, Jean Rochefort, 87 ans, un des acteurs les plus populaires du cinéma français. Voilà, et c'est Jacques Brel aujourd'hui qui est décédé, on se rappelle ça, en 78, à l'âge de 49 ans, et en 54, Olivier Guimond, père comédien québécois. Maintenant, dans quelques instants, on vous présente la chronique de Daniel Lachance, pharmacien, qui nous parle de la COVID-19. C'est de nouvelles chroniques avec Daniel. La nouvelle positive, les avis de décès et le maire de Montmagny qui est avec nous en dernière portion de notre émission. Je vous souhaite donc une belle émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. CEMA TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à notre chronique santé en compagnie de notre pharmacien propriétaire des pharmacies Uniprix à Montmagny, sur le boulevard Taché et sur l'avenue de la Fabrique. Daniel Lachance, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, ça va. Écoute, c'est une année particulière, mais on s'est adapté. On suit comment ça évolue, mais grosso modo, ça va. Particulière, mais pour un pharmacien, pour nous, là, c'est vraiment particulier. Oui, c'est vrai. Mais pour un pharmacien, c'est quoi de vivre une telle situation? Bien, c'est beaucoup. On a beaucoup de questions, en plus des questions de santé usuelles, mais évidemment, là, l'actualité, puis tout est focus sur la COVID cette année. Fait que c'est sûr qu'on a en plus beaucoup de questions là-dessus. Beaucoup émettent des opinions parce que, ça a été politisé un peu. Le politique est très impliqué, beaucoup plus que d'habitude, dans un problème de santé publique. Donc, ça polarise aussi. Je pense que la grande majorité des gens comprennent bien, ou du moins peuvent avoir une opinion relativement, je dirais, posée là-dessus. Mais on a les extrêmes aussi, autant d'un côté comme de l'autre, mais des fois, les extrêmes ne sont pas nécessairement bons. Fait que je pense qu'on peut avoir un regard critique sur la chose, mais j'aime ça. Des fois, je tempère un peu certaines personnes qui s'emballent, autant dans un sens que dans l'autre. La peur? C'est de la peur? Il y a de la peur, il y a de l'incompréhension aussi. Mais de l'incompréhension à quel niveau? Un petit peu, c'est très abstrait parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Hein? Puis aussi, dans notre région, on a été chanceux. La première vague, on n'a pas eu vraiment beaucoup de cas. On a été quand même épargnés ici. C'était un problème qui était surtout, beaucoup dans les CHSLD, dans la région de Montréal aussi, principalement, un peu à Québec, mais principalement, le problème était à Montréal et les environs. C'est encore ça aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait, là, l'épicentre est à Québec. Hein? Donc, puis c'est pas les CHSLD qui sont surtout atteints. Là, on a beaucoup de cas chez les plus jeunes. Donc, des hospitalisations qui commencent, mais c'est le début, malheureusement, là, à la date qu'on se parle présentement. Moi, je connais des médecins et des infirmières à l'Hôtel-Dieu de Lévis, puis là, les soins intensifs sont pleins. On ouvre des sites non traditionnels, là, fait que là, les
cas nombreux qu'on va y augmenter commencent à se traduire en hospitalisation, puis en hospitalisation aux soins intensifs. C'est la même chose à Québec. Oui, on teste plus, donc il y a plus de cas, mais le pourcentage de cas positifs augmente aussi, donc c'est ça qui est un peu inquiétant. Donc, malgré qu'on teste... on teste beaucoup plus de monde. Là. Oui, on teste... On est rendu à 30-35 000. Exactement, on teste beaucoup plus de monde. Est-ce que c'est normal, Daniel, le fait qu'on augmente, qu'on soit rendu à 30 quelques mille, là, oui. Et ça varie, qu'on ait 1100 ou 1000 cas, c'est normal, on teste plus? Oui, mais il faut regarder aussi la proportion des tests positifs qui est en progression aussi. Fait que oui, probablement que si on avait testé autant au printemps, on aurait eu des chiffres plus élevés, mais on aurait eu peut-être un entre-deux. Sauf que là, présentement, ce qu'on regarde, c'est la progression aussi du nombre de tests positifs, puis le pourcentage de tests positifs est en progression aussi. Donc, c'est pas juste, c'est pas proportionnel à l'augmentation de tests. La courbe aussi du pourcentage positif est en augmentation. Fait que c'est ça qui est inquiétant. Parce que, oui, si les plus jeunes sont atteints présentement, mais le transmettre à des gens vulnérables, automatiquement, ça veut se transmettre. Parce que la crainte de la santé publique, c'est justement ça, c'est que tout ça se traduise en augmentation des hospitalisations, en augmentation aussi aux soins intensifs, l'augmentation des décès qui suit, mais c'est la pression que ça va mettre sur les hôpitaux. Parce que là, comme on va présentement juste à l'Hôtel-Dieu de Lévis, parce que c'est un hôpital, je connais des gens personnellement qui y travaillent, on a déjà une dizaine d'infirmières puis du personnel qui est atteint. Donc, on a une baisse du personnel disponible avec une augmentation de la demande en soins. Donc, à un moment donné, il y a un mur qui frappe, on va manquer de personnel pour s'occuper des gens. Puis la crainte qu'on a, mais il y a évidemment la saison de grippe qui s'en vient. Juste la saison de grippe au Québec, à chaque année, les hôpitaux débordent. Le système est à la limite. Donc, si on rajoute en même temps que la saison de grippe des cas de COVID en très grand nombre qui ont besoin d'hospitalisation puis qui compliquent, on va avoir un sérieux problème. Parce qu'en plus, il y a des gens qui vont être atteints dans le personnel. Donc, le système peut craquer. Là. En fait, c'est cette pression-là qu'on ne sera pas capable de soutenir. Puis si, au niveau hospitalier, on est obligé de choisir qui on soigne, puis comme au front, là, c'est ça qu'on craint, là, d'être obligé de faire du triage, cette personne-là a plus de chances de s'en sortir si elle qu'on traite. C'est ça qui est la crainte du système présentement. Fait que, on peut juger de, est-ce que cette mesure-là, elle est trop, elle n'est pas assez, parce qu'on voit des deux. On a des gens qui trouvent que toutes les mesures, c'est pas suffisant, puis il y en a d'autres que là, toutes les mesures, c'est trop. Je pense que c'est pas facile de trouver exactement la bonne recette parce que c'est une situation qui n'a jamais été vécue. Donc, moi-même, des fois, je peux avoir un certain regard critique sur telle ou telle position gouvernementale, sur une décision. Ceci dit, c'est pas moi qui est dans la chaise de décider. Puis je suis très content de ne pas être dans la chaise qui prend les décisions présentement parce qu'on prend des décisions avec aucune situation comparable. Donc, on fait au mieux qu'on pense avec les données qu'on a. Mais c'est juste avec le recul après qu'on va pouvoir dire, écoutez, ça a été un bon mot, ça, peut-être moins, mais je fais très attention à critiquer ouvertement les décisions parce que, ce que je ne remets jamais en cause, puis ce que j'ai de la misère présentement, c'est de remettre en cause la bonne foi des décideurs présentement. Je pense que personne qui est là est content de sabrer dans l'économie, de mettre des contraintes pour les gens. Je pense pas que les gens qui sont là, quand j'entends des théories de vouloir contrôler, puis c'est un power trip, puis tout ça, là, j'ai un petit peu, c'est là que mon côté émotif ressort parce que, on peut tous avoir des opinions, puis c'est correct là, d'avoir des débats, puis de discuter du bon ou du moins bon de certaines mesures, puis c'est correct. Là, c'est ce qui fait que la beauté, on n'est pas dans une dictature, justement, on peut en parler. Fait que ceux qui amènent que c'est dictatorial ce qui se passe présentement, c'est parce que, probablement que Kim Jong-un s'est mis dans sa barbe quand on faudrait aller parler à quelques Coréens, d'après moi. Ceci dit, je pense que de juger de la bonne ou de la mauvaise foi des décideurs ou qu'ils prennent plaisir ou que pour eux, là, ils ont un power trip à faire ça, là, c'est là que je débarque parce que prendre des décisions dans ce contexte-là, j'ai une entreprise, j'ai 70 employés, on prend des décisions des fois, puis écoute, des fois on en prend des bonnes, des fois on en prend des moins bonnes, mais on a toujours... Au Québec, M. Legault l'a dit, il ne pensait jamais
Il a été élu le 1er octobre, ça a fait 2 ans le 1er octobre. Exactement. Il ne pensait pas gérer ça. Puis je suis pas sûr que c'est ce qu'il aurait voulu. Tu sais, oui, il fait avec ce qu'il a, puis c'est lui qui est au pouvoir présentement. Mais puis encore là, je peux entendre dire que tout ce qu'ils font, c'est correct ou pas correct ou tout ça. Tu sais, on peut avoir ça, mais de dire que je pense que présentement, tout le monde, je pense qu'il fait du mieux qu'il peut avec les données qu'il a, puis il prend les meilleures décisions qui pensent être les bonnes. Je pense qu'on ne peut pas juger de la bonne ou mauvaise foi des gens. Les gens qui sont là font du mieux qu'ils pensent. Puis après ça, c'est correct, pas correct, on peut en discuter, mais il faudrait quand même être... Je voudrais pas être à sa place présentement, là, ou à la place de ceux qui prennent ces décisions-là. Si on ramène ça à la santé. Oui. Bon, tu l'as mentionné tout à l'heure, le danger, c'est d'engorger les hôpitaux parce que la saison de grippe qui s'en vient. Oui. Et j'entends dire, ouais, mais c'est quoi une grippe puis c'est quoi la COVID? Là? Parce que là, il y a des gens qui peuvent dire, bien là, j'ai un petit peu mal ici. Bon, alors, c'est quoi la différence? Oui, puis pas que les gens beaucoup de gens se posent des questions, puis beaucoup de gens, aussitôt qui ont un symptôme présentement, ben, ils ont peur que ce soit ça. Puis il y en a qui ont trop peur, il y en a qui n'ont pas assez peur, puis c'est difficile, mais c'est difficile pour les gens de s'y retrouver parce que ça demeure un virus qui peut avoir une atteinte respiratoire, comme la grippe peut en avoir, surtout au niveau de la toux. Les difficultés respiratoires dans la grippe sont moins fréquentes. Chez les gens qui ont déjà des problèmes pulmonaires, est-ce que c'est similaire à une grippe? Est-ce que c'est... Non, c'est un virus qui serait totalement différent. Mais, ceci dit, on parle avec les données qu'on a actuellement. Ouais. Et avec les données qu'on a, au début, on pensait que c'était vraiment un virus respiratoire, mais ça serait plus les complications reliées à la COVID sont plus des complications sanguines. En fait, il y aurait des microcardios. Ça serait vraiment une maladie plus vasculaire, vraiment sanguine. C'est pour ça qu'il y a des fois des patients qui ont une atteinte à plein d'organes, puis qui ont de la défaillance multi-organes. En fait, c'est qu'il y aurait vraiment une complication sanguine, des microcardios qui se formeraient. Donc, c'est pas vraiment un virus respiratoire comme la grippe va l'être. La grippe, en fait, les symptômes principaux de la grippe, c'est, oui, la fièvre, les douleurs musculaires, comme si un train nous était passé dessus. Là. Fait que, ceux qui ont un nez qui coule, qui pensent qu'ils ont une grippe, c'est pas une grippe que vous avez eue. Là. Quand on a eu la grippe, on le sait c'est quoi après. Puis quand quelqu'un renifle puis qui dit j'ai la grippe, non, vous avez le rhume. Ça, c'est... Fait que là, c'est les... Mais c'est le fun de voir, par exemple, je trouve ça intéressant ce que tu fais là, la différence entre un rhume et une grippe. Oui, puis ça, c'est un autre. Les gens, à tort, à chaque année, on en rajoute un troisième sur le tas, là, fait que, par rapport habituel. Mais oui, un rhume, écoulement nasal, pas de fièvre habituellement, un rhume ou très légère, un peu de fatigue, mais pas majeur. Un rhume, on toussote un petit peu, le nez qui coule, mais grosso modo, des symptômes qui sont relativement légers à modérés. Bon, il y en a qui en souffrent plus, là, mais on va travailler avec un rhume, ça va bien. On a des symptômes relativement légers. Fait que, nez qui coule, éternuement, mal à la gorge, une petite toux sèche, mais pas de difficulté respiratoire puis pas de fièvre. Une grippe, vraiment, ça peut être congestion nasale, douleur musculaire, mal à la tête, mais vraiment, on a mal partout puis on fait de la fièvre. Mais pas nécessairement de difficulté respiratoire, mais on peut avoir de la toux. Et les symptômes, voilà, c'était la question. Les symptômes de la COVID, c'est quoi? C'est la toux, les difficultés respiratoires, de la fièvre, perte d'odorat, qui est un des symptômes marqués, mais qui n'est pas présent chez tout le monde, et perte de goût. Ceci dit, il y a des gens qui disent que c'est pas grave. Il y en a qui ont juste perdu l'odorat, mais perdez votre odorat ou votre goût pour la vie, parce qu'il y en a qui n'ont pas retrouvé cet odorat-là. C'est quand même quelque chose de majeur dans la vie. Là. Moi, j'aime manger, j'aime prendre du bon vin. Oui, c'est ça, déguster. Puis si je ne pouvais plus sentir ou goûter aussi bien, c'est un plaisir de la vie. Fait que, il ne faut pas banaliser non plus ce symptôme-là. Mais ceci dit, c'est ça, vraiment, tout, difficulté respiratoire, fièvre, perte d'odorat et de goût, quelquefois de l'écoulement nasal, mais pas vraiment d'éternuement. Fait que c'est vraiment ce qui caractérise donc, ce qui différencie la grippe de la COVID, c'est les difficultés respiratoires principalement et la perte d'odorat et de goût. Donc, c'est vraiment le métier dans les doutes. C'est pour ça qu'on va dépister. C'est pas toujours évident de faire c'est vraiment au médecin, puis avec le test qu'on peut déterminer là, la différence entre les deux. Mais pour aller tester si on a eu la COVID, mais grosso modo, il y a quand même des symptômes qui diffèrent dans les deux maladies. Fait que, mais c'est deux virus complètement différents. OK. Maintenant, à partir du moment où on a des symptômes de rhume, grippe ou... on va te voir avant d'aller non. Pour des non. Vous venez pas si vous pensez avoir des symptômes qui sont compatibles avec le COVID. Évidemment, si on... Non, je ne parlais pas de COVID. Mais peu importe. Rhume et grippe. Là. Écoulement nasal, de toute façon, avant de vous déplacer, si vous avez un doute, avant de vous déplacer en pharmacie, appelez.
On est là, puis tu sais, comptez-nous vos symptômes. Puis, tu sais, si au téléphone, le patient me dit je fais juste couler du nez, j'éternue, j'ai pas de fièvre, on va pouvoir conseiller par téléphone. Puis, tu sais, il n'y a pas de problème. Tu sais, dans le doute, appelez parce qu'on aime mieux filtrer parce que justement, on veut éviter que les gens viennent à la pharmacie consulter. Puis finalement, tu sais, je file pas, j'ai de la misère à respirer, je sais pas, je fais de la fièvre, je l'ai pas pris. Mais là, on se retrouve que là, on a peut-être quelqu'un potentiel à la pharmacie. C'est ça. Dans le doute, appelez à la pharmacie si vous avez de l'information. Nous, si on suspecte vraiment, puis ça nous inquiète, on va vous référer au numéro pour COVID puis pour la clinique de dépistage, là. Évidemment. Puis si on suspecte vraiment que c'est des allergies parce que vous faites couler du nez, vous éternuez, mais il n'y a pas d'autres symptômes ou que c'est vraiment pas relié à la COVID, mais on pourra vous donner quelque chose pour vous soulager vos symptômes parce qu'on sait qu'on ne traite pas le rhume ni la grippe avec des médicaments. C'est le temps, mais là, on peut soulager les symptômes par contre. Là, c'est ça. Mais dans le doute, appelez à la pharmacie, on va pouvoir vous répondre, puis on va éviter que vous vous déplaciez puis vous entriez dans un endroit public en ayant potentiellement la COVID là, présentement. OK. Maintenant, quelqu'un qui peut avoir des symptômes de la COVID, c'est le dépistage qu'on recommande? Oui, c'est ça. Vous pouvez appeler une ligne pour COVID. Je n'ai pas le numéro sous la main, mais c'est assez facile à trouver habituellement. 1-877-644-4545. Bon, ben merci, Michel. C'est ça. On le dit souvent. Oui, c'est ça. Alors, 1-877-644-4545, c'est le numéro à téléphoner. Mais vous n'allez pas voir le pharmacien si jamais vous avez ces symptômes-là. Là. Non, on ne se déplace pas à la pharmacie, mais s'il y a quoi qui vous inquiète, la ligne, ça n'a pas répondu tout de suite, puis bon, vous avez des symptômes, on peut vous rassurer par téléphone ou vous diriger, là. Mais habituellement, la ligne COVID fonctionne bien. Oui, il y a des délais un petit peu, puis c'est pas parfait, puis tout ça, mais grosso modo, c'est vraiment la chose à faire. Si on suspecte, si vous avez des difficultés respiratoires, potentiellement de la fièvre, on ne prend pas de chance, on appelle là, ils vont dépister. Puis si c'est pas ça, on va traiter autrement. Là. On parle de tout. Je vais te poser une question parce que tu nous avais recommandé de faire cette chronique-là pour faire le tour. Là, oui. Et ça vient du pharmacien parce qu'on entend parler, puis les gens sont tannés d'en entendre parler. Oui. Mais on est les deux pieds dedans. Oui. Qu'est-ce qui fait que notre région a moins de cas? Montmagny, Lillet... Il y a toujours une question de densité de population. Hein. Montréal, qui était l'épicentre au niveau de la première vague, évidemment, on n'a pas de building comme à Montréal où plein de gens vont, des tours à bureaux aussi, mais aussi des blocs appartements. Oui, on a des petits édifices à logement, 5, 6, 8, 10 logements, mais on n'a pas des affaires des 25, 30, 50 logements comme à Montréal. Donc, il y a une question de densité, les transports en commun, des endroits où beaucoup de gens sont confinés à l'intérieur en même temps. Donc, c'est moins fréquent en région comme nous. Fait qu'il y a ça. Il y a aussi, veut pas Montréal, les aéroports rentraient. Le plus gros aéroport au Québec est à Montréal. Fait que, au début de la pandémie, c'est beaucoup les gens qui revenaient de voyage et tout ça. Il y a une proportion de la population qui est plus grande à Montréal, plus dense, tout ça. Fait que, principalement, c'est ça. On voit présentement à Québec plus de contacts. On voit présentement à Québec, qui est le nouvel épicentre là, pour cette vague-ci, qui avait été plus ou moins épargné là, à la première vague quand même. Là, à Québec, oui, il y avait eu des cas, mais rien de comparable à Montréal. Mais là, c'est une question de transmission communautaire. Puis oui, il y a quand même un certain niveau de densité de population à Québec qu'on a moins ici à Montmagny. Là, donc, En quelques secondes, parce que c'est déjà terminé. Oui. Est-ce que tu crois une troisième, puis une quatrième vague, puis une cinquième vague, tant qu'on n'aura pas de En fait, question de croyance, je n'aime jamais dire je crois, parce que, bon, évidemment, c'est tout donc, avec les données. Je vais te demander ton opinion, tu en penses quoi, comme pharmacien? Bien, écoutez, je ne suis vraiment pas un spécialiste, je ne suis pas un virologue, puis je ne suis pas un spécialiste des virus. Ceci dit, il y a beaucoup de, prend la grippe espagnole qu'il y avait eu à l'époque, il y a eu 2 vagues, puis ça s'est arrêté par la suite, 2 ou 3 maximum, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais il y avait eu deux grosses vagues, là, puis ça s'est éteint par la suite. Fait que c'est difficile à dire. C'est pas tous les virus qui vont revenir de manière cyclique. Est-ce que le COVID en sera un? Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Ceci dit, plus normalement les données vont avancer, on n'a pas de données. C'est un nouveau virus. On y va à tâtons. Les virologues vont connaître de mieux en mieux ce virus-là, puis ils vont pouvoir se prononcer sur un petit peu l'avenir. Mais pour l'instant, ça serait très, très, très de la spéculation de dire. Il y avait tellement de questions, mais le H1N1, les comparatifs, mais c'est déjà terminé. Bien, écoute, mais de toute façon, le principal, c'est que vraiment, tout le monde fait son possible présentement pour maîtriser, pour soutenir notre système de santé. La principale raison, c'est pas
de pouvoir continuer à soigner tout le monde qui se présente à l'hôpital. De ne pas dire, mais vous avez plus de chance, on vous laisse de côté, puis on soigne les gens qui ont le plus de chances de s'en sortir. On ne veut pas se ramasser comme si on était au front. Là, merci. Daniel Lachance, pharmacien, 248-5595, pardon. Oui. Maintenant, il y a un numéro de téléphone pour les deux pharmacies. Exact. Alors, 248-5595, Daniel Lachance, pharmacien, propriétaire des pharmacies Uniprix sur le boulevard Taché et sur l'avenue de la Fabrique. Ça complète. Merci, Daniel. Merci. Dans 2 semaines. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. 248-7242. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248-7242. Alors, la nouvelle positive de ce vendredi 9 octobre, des bancs publics poétiques à découvrir à Montmagny. Dispersés dans les espaces verts aménagés en bordure du bassin, des chutes et de la rivière du Sud à Montmagny, 20 bancs publics ont été empoétisés pour le plaisir des promeneurs qui pourront lire les vers des créateurs littéraires d'ici. Ainsi, désormais, à travers les parcs et les promenades, 20 bancs arborent des poèmes aux mots qui ruissellent ou qui éclaboussent, inspirés du thème « Le goût de l'eau ». Chacune des succinctes œuvres littéraires prend la forme du haïku, un court poème d'origine japonaise datant du XVIIe siècle. C'est l'artiste Chantal-Jeanne Guérand qui a eu le mandat de transposer visuellement sur les bancs publics les œuvres poétiques de Mesdames Catherine Chevreau, Denise Beaulieu, Denise Corriveau, Joël Gauvin-Racine, Cathy Paradis, Mireille Gagné, Nathalie Gagnon et Monique Méville-Deschênes, ainsi que messieurs Jean-Louis Gosselin, Michel Plot et Richard Fournier. Mentionnons également la participation de Reynald Légaré, artiste multidisciplinaire et commissaire du projet réalisé dans le cadre de l'entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications. Pour en savoir davantage sur le projet des bancs publics poétiques, il suffit de visiter le culturemontmagny.com où l'on retrouve une carte interactive permettant de localiser chacun des bancs et d'identifier l'auteur des poèmes. C'est une belle nouvelle pour aujourd'hui des bancs publics poétiques à découvrir à Montmagny. Il y en a une vingtaine. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. 248-7242. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner.
Solidarité Cancer est un volet très actif au sein du Centre d'action bénévole. Comme son nom l'indique, la mission de ce volet est de soutenir et de combler les besoins d'entraide, d'information, de formation, de sociabilisation et de partage des gens touchés par le cancer. La clientèle, composée de personnes vivant ou ayant vécu un cancer ainsi que leurs proches, habite sur le territoire desservi par le CAB, soit la MRC de Montmagny et la MRC de Lillet. L'offre de services est très diversifiée, en groupe ou en soutien individuel. Voici les principaux services. Les déjeuners d'amitié. Cette activité regroupe un grand nombre de participants. Ils sont offerts sur une base mensuelle à Montmagny, à Saint-Adalbert et à Saint-Jean-Port-Joli. Cette activité donne l'occasion aux participants d'échanger sur leur vécu, de partager leurs émotions et de transmettre un vent d'espoir aux participants qui sont en période de traitement. De plus, à chaque mois, un sujet différent est abordé pendant le déjeuner, soit par l'intervenante en lien avec le groupe ou par un conférencier. Des sujets aussi variés que la médication, le testament, le rire et l'activité physique sont présentés. L'éventail des sujets reflète les besoins et les intérêts des participants. Pour les gens en post-diagnostic et ou ceux en traitement, une intervenante va les rencontrer à leur domicile afin de s'assurer que leurs différents besoins en lien avec le cancer trouvent une réponse, que ce soit par le CAB ou en référant les gens au CLSC ou autres professionnels de la santé. De plus, l'intervenante leur présente les différentes sources d'aide financière et les aide à compléter les formulaires. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny 248 72 42. Pour les dames ayant besoin de prothèses capillaires, l'organisme offre un service de prêt au coût de 20 $ pour une année. Un autre service fort pertinent pour les gens ayant des traitements ou des rendez-vous médicaux, ils peuvent bénéficier du service d'accompagnement médical. À cet effet, un bénévole va chercher la personne chez elle, l'amène à son rendez-vous et demeure avec elle jusqu'au retour à la maison. De plus, lors des traitements reçus à l'hôpital de Montmagny, chaque patient reçoit un sac avec une couverture de polar. Cette attention se veut un moment de douceur et de chaleur que nous leur offrons pendant cette période exigeante. À noter, les couvertures sont brodées par des dames qui ont déjà vécu le cancer. En terminant, d'autres activités et services sont offerts durant l'année, tels que l'activité physique avec rythme santé, activité anti-stress, méditation, activité sociale. Le tout dans le but de toujours mieux répondre aux besoins des personnes concernées par le cancer. Ça fait 5 ans à peu près que je suis dans Solidarité Cancer. On ne parle pas seulement de la maladie, on parle de toutes sortes de choses comme on a des conférences avec certaines notaires, pharmaciens. Je me suis fait des liens, même que j'en ai des copines qui sont maintenant parties d'un autre côté, que j'ai pas d'adresse. Okay. Mais quand même, c'était agréable de côtoyer avec eux autres puis de parler de ce qu'ils avaient vécu. Ça a été une belle amitié. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 21 septembre 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Lucienne Lacroix, épouse de feu M. Fernand Lamonde. Elle était la fille de feu M. Léger-Lacroix et de feu Dame Amérilise Terrien. Elle demeurait à Saint-François de la Rivière-du-Sud. La famille vous accueillera à la salle commémorative du complexe funéraire Laurent-Normand, 114 avenue Sainte-Julie, Montmagny, dimanche 11 octobre, à compter de 9h30, tout en respectant les consignes de distanciation physique et le port du masque qui sera obligatoire.
Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 11 h, en toute intimité, avec les membres de sa famille. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Un remerciement sincère au personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny, ainsi qu'à Mme Marie-Josée Leblanc pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au CHSLD de Saint-Fabien-de-Panay, le vendredi 2 octobre, à l'âge de 90 ans et 7 mois, est décédé, entouré des siens, M. Claude Simoneau. Il était le fils de feu M. Ferdinand Simoneau et de feu Dame Odélia Viet. Il demeurait à Montmagny. Ancien restaurateur et homme impliqué dans sa communauté, il était, entre autres, membre de l'Ordre des Chevaliers de Colomb 4e degré, Conseil 2634, et du Club Lion de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny, mercredi 14 octobre à compter de midi. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le même jour, à 15 h, en l'église Saint-Thomas de Montmagny, suivies de l'inhumation de ses cendres au cimetière de Montmagny. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny et tout spécialement le personnel soignant dévoué du CHSLD de Saint-Fabien-de-Panay pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 6 octobre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Ernest Messervier. Il demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, il a été confié à la résidence funéraire Boulanger pour crémation. Il n'y aura pas d'échange de condoléances ni de funérailles. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Cap-Saint-Ignace. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène. Les arrangements funéraires ont été confiés à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Notre prochain invité, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, qu'on ne l'a pas reçu, pas vu, parce qu'on vous voit dans certaines conférences de presse, mais vous recevoir dans les studios de CEMA TV, ça fait au moins 6 mois. Depuis mars. Oui. Comment ça va, M. le maire, Rémi Langevin? Ça va bien, ça va bien. Je vous dirais que... Content de vous recevoir. Oui. Content de vous retrouver chez nous. Moi aussi, je suis content. Je suis content. C'est un retour qui a été longuement questionné parce que le fait d'avoir pratiqué un retrait volontaire et recommandé aussi par nos services de communication, bien, on ne voulait pas interférer entre le message de la santé publique et du gouvernement via aussi, nous, l'application des mesures qu'on devait appliquer sur le terrain à partir de nos services. Alors, vous savez, je ne voulais pas devenir le messager des orientations gouvernementales parce qu'on avait tellement de conférences de presse de nos gouvernements que les gens étaient assez bien informés. Alors, moi, de reprendre tous ces messages-là, puis d'en être la critique par les gens qui sont d'accord ou pas d'accord, bien, vous savez, le port du masque, la distanciation, les mesures, etc. Alors, c'est une décision qui m'a été recommandée de dire, bien, pendant la période de pandémie, on va s'en tenir aux conférences de presse organisées par les services de communication de la Ville et aussi la direction générale pour donner l'application des mesures qui nous étaient annoncées par le gouvernement et puis comment ça se traduisait en termes de services auprès de la population. Déjà là, on avait pas mal plein nos souliers pour être capable d'analyser toutes ces mesures-là et puis ajuster aussi les services à la population et la diffuser, parce que ça se traduisait là, dans le quotidien par des services ouverts, des services fermés, des services modifiés. Alors, on avait déjà suffisamment là,
de travail à faire qu'on ne voulait pas interférer, là, tous les messages, puis la compréhension, ou même aussi l'acceptation, l'acceptabilité aussi de la population face à ces mesures-là. Parce que vous savez, vous comme moi, là, on ne pensait pas vivre ça un jour, là. Pour nous, là, c'est... Personne pensait... Non, ouais, sur la planète, personne n'aurait pensé qu'un jour, exactement, on vivrait une telle situation. Comment on vit ça comme mère? Je vais vous demander pour l'homme, parce que c'est pas évident. Mais comme mère, comment on vit ça, justement? Parce que tout à fait. C'est la première fois. C'est arrivé il y a 100 ans. Alors, la grippe espagnole, mais comment on vit ça aujourd'hui comme mère, une situation comme ça? Parce qu'il n'y a pas de livre écrit sur la façon de faire. Donc, c'est au jour le jour, c'est au quotidien, c'est à l'heure. Effectivement. Ben, en fait, moi, quand j'ai appris qu'on fermait les écoles en mars dernier, j'étais à la Riviera-Maya. J'étais en vacances. Je revenais c'est vrai? Ben je oui, revenais le samedi et j'écoutais les nouvelles à CNN et puis pour ce que j'en comprenais, là, parce que je ne suis pas bilingue, je ne suis pas parfaitement bilingue, je me disais, ma foi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au Québec? Parce qu'on entendait des nouvelles et puis certaines mesures de confinement, etc., jusqu'à temps qu'on dise, on ferme les écoles. Ça, c'était 2 jours avant mon retour. Et là, j'ai dit, j'étais en communication, moi, avec les services municipaux. Je voulais savoir exactement comment ça se traduisait. Puis, c'était quoi, là? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Alors, ça commence... Est-ce que je vais être capable de revenir, surtout? Oui, ça commençait là. Et puis, j'étais avec ma fille, qui était enceinte à l'époque, qui, elle, reçoit de son service sanitaire à l'hôpital où elle travaille, de lui dire, tu ne rentres pas travailler, là. Alors là, on s'est dit, ma foi... Alors, déjà là, il y avait une certaine forme d'anxiété pour se dire, bien, on prend tout à l'heure, dans 2 jours, on prend l'avion, et puis ça va se passer comment? Comment ça s'est passé? Ça m'intrigue de savoir comment ça s'est passé, votre retour. Bien, là, il y avait tellement de monde à Cancun, vous savez, c'est un aéroport très, très achalandé, et puis, je ne peux pas vous dire combien il y avait de personnes, mais tous les espaces d'accueil pour traverser aux douanes étaient remplis. Alors, il y avait une foule... c'est difficile pour moi de l'évaluer, mais ça a pris 1h30 pour passer aux douanes. Et puis, il y en avait qui avaient des masques, il y en avait qui n'avaient pas, il y en avait qui avaient des toux. On était collés comme des sardines. Alors, et on voyait là qu'à Cancun, c'est quand même régulier, ce devoir des avions arriver aux 5 minutes, puis en partir une quasiment aux 5 minutes, là. Mais lorsqu'on a décollé ce matin-là, il y en avait 7 derrière nous qui attendaient pour décoller, puis ça rentrait d'autant. Alors, on s'est dit, bien, content de partir et puis content d'être arrivé. Mais là, j'arrive, moi, au Québec. À Montréal ou à Québec? À Québec. À Québec. Et puis, je ne dois pas aller à nulle part, là. Je ne devais pas aller me ravitailler dans les magasins pour mon épicerie. J'étais en confinement. Quand en arrivant, oui, là... vous avez été obligé d'être 14 jours à la maison. Exactement. Alors, la consigne, c'était d'être en confinement. Alors, vous savez... C'était particulier, vraiment, là. Et puis là, bien, c'est là qu'on a commencé à avoir là, des rencontres par vidéoconférence. Et puis, comme j'étais en confinement, eh bien, on a travaillé de cette façon-là. Heureusement qu'au niveau de nos équipements informatiques, on était assez bien équipés pour être capable de rapidement là, se revirer sur un Indicen puis d'être fonctionnel. Mais dans mon bureau, là, à la maison, j'étais pas si fonctionnel que ça parce que je travaillais avec une tablette et puis je devais consulter des documents en même temps que j'animais des rencontres. C'était difficile pour moi. Alors, j'ai dû m'organiser avec 2 autres écrans pour être capable de voir les gens à qui je parlais, de voir les documents sur lesquels je devais intervenir et ceux qui étaient à venir. Alors, je m'étais vraiment organisé un peu mieux après une couple de jours là, pour être fonctionnel. Mais déjà là, c'était pas évident là, de travailler à distance parce que même si on avait l'équipement, de développer la façon d'animer sans présentiel, de ne pas voir nécessairement toutes les gens à qui on parle. Vous savez, on réagit toujours dans l'information qu'on donne à partir de la mimique des gens. Ben oui. Si on voit que les gestes verbaux et non-verbaux. Ben voilà. Alors, quand on parle à un écran, là, puis qu'on ne voit pas personne, ou qu'on en voit un, mais en alternance. Et puis souvent, bien, à la maison, vous savez, les gens n'ont pas les mêmes comportements. C'est comme s'ils n'étaient pas vus. Alors,
il se passait toutes sortes d'affaires. Là. On voyait des gens qui, à un moment donné, ils regardaient en l'air, d'autres, à un moment donné, il y avait des conjoints qui passaient en arrière. Fait qu'on se disait, bien, écoutez, on vous voit, là. On vous voit, là. Et puis, il y a toutes sortes d'installations. Hein. C'était pas prévu, hein. On n'a pas tous des beaux fonds d'écran là, pour venir. Fait que c'était un peu particulier au début, effectivement. Comment la population a réagi, justement, par rapport aux façons de faire de la ville de Montmagny, cette pandémie? Comment vous avez ressenti la population, la réaction de la population face à cette situation-là? Bien, je pense que la population s'est adaptée au fur et à mesure que nous aussi, on s'est adaptés. On a dû, à un moment donné, restreindre les espaces publics. On a dû aussi appliquer des consignes de santé sanitaire, s'assurer que les gens... Et là-dessus, par exemple, je pourrais vous dire, même si on peut être critique à l'endroit de certaines décisions du gouvernement, les gens, ils s'adaptent bien, ils se conforment. Hein? Rappelons-nous, à un moment donné, que M. José Soucy, il nous pose la question, qu'est-ce que j'en pensais du port du masque obligatoire, etc. On a tous un peu une façon d'interpréter puis de réagir à certaines orientations pour lesquelles on n'est pas habitué. Et à l'époque, j'avais répondu à M. Soucy, bien, je trouvais ça un peu particulier d'obliger de porter le masque, mais ça ne voulait pas dire que j'étais contre le port du masque, parce que on le portait déjà. On le portait déjà dans nos rencontres. Mais il reste qu'aujourd'hui, on comprend très bien que c'est une mesure qui est très préventive, qui protège, qui nous protège, qui protège les autres. Et là-dessus, bien, je pourrais dire que quand je regarde autour de moi, quand j'allais à l'épicerie ou dans des commerces, et toutes les consignes sanitaires de distanciation, lavage de mains, etc., les gens le respectaient plus que bien, tellement qu'à certains moments, quand je prenais des marches, parce que durant le confinement, j'avais un petit peu plus de temps, alors je prenais des marches l'après-midi entre deux réunions. Et quand j'avais l'occasion de rencontrer des gens, on voyait qu'il se créait une distanciation. Quand on se croisait sur le trottoir, même certains changeaient de trottoir. C'est drôle, hein? D'autres se tournaient la tête. Ça, là-dessus, honnêtement, là, j'ai trouvé ça difficile. Parce que je suis proche des gens, j'aime toucher aux gens, j'aime m'approcher des gens pour leur parler. Et puis mon épouse me disait, il y a tes distances. Alors, effectivement, personnellement, oui, j'ai trouvé ça difficile parce que c'est pas ma façon là, de communiquer avec les gens. Mais aujourd'hui, bien, force m'est de constater que cette mesure-là, elle est essentielle et nécessaire. On va s'arrêter quelques instants. Oui. On va poursuivre avec le maire de Montmagny. On va parler pour savoir comment, aujourd'hui, en ce 9 octobre, comment ça se passe à l'Hôtel de Ville. Oui. Est-ce qu'on fonctionne normalement ou quasi normalement? Comment ça fonctionne? On va parler du 375e aussi. D'accord. Et vous savez que le maire de Montmagny entreprend la dernière année, parce que ça fait déjà 3 ans. Quoi, déjà 3 ans, vous êtes maire de Montmagny. Imaginez. Alors moi, j'ai hâte de savoir s'il revient comme maire pour un autre mandat, et aussi les projets pour la prochaine année, oui. Parce qu'il y a des projets sur la table. Donc, restez avec nous, on revient avec le maire de Montmagny, Rémi Langevin, dans quelques instants.
Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, je vous rappelle que notre invité ce matin, le maire de Montmagny, Rémi Langevin, on mentionnait justement hors des ondes que, bon, Mme Proulx, Marie-Ève a poursuivi, on est allé faire des entrevues avec elle, avec Bernard Généreux. Mais vous, parce qu'on parlait de ça, les décisions par rapport au Québec, au provincial et au fédéral, vous, le municipal, vous êtes sur le plancher des vaches, là, vous êtes vraiment là face à vos citoyens tous les jours. Donc, c'est pas la même chose. Puis, vous parliez de commenter aussi. Et, bon, à chaque fois, vous dites, bon, ben, quand M. Soucy m'a posé la question par rapport au masque, à chaque fois que vous répondiez, c'était toujours fragile parce que c'est toujours l'interprétation que les gens font par rapport à votre réponse. Exactement. Alors, voyez-vous, vous comprenez que c'est la raison pour laquelle que cette absence médiatique-là était vraiment reliée avec les décisions des paliers supérieurs parce que le gouvernement fédéral a pris des orientations qui a été faites en fonction de leur perception, puis aussi d'assurer puis de rassurer la population canadienne. Le gouvernement du Québec, eux, ont fait la même chose en étant en complément des programmes qui étaient annoncés et de l'application des mesures sanitaires. Nous, on était, comme vous dites, sur le plancher des vaches, donc on recevait toute cette information-là et on n'avait pas à la questionner et à la critiquer, mais à l'appliquer. Comment dans nos services ça se traduisait, comment auprès de notre population ça se traduisait. Prenons l'exemple, la semaine dernière, j'avais une rencontre avec la santé publique et puis on nous disait, bien, vous demeurez dans la zone orange. Très content parce qu'on avait milité pour ça. On considérait qu'on devait être considéré comme étant une zone d'exception. Content que le gouvernement applique aussi les mesures sanitaires en fonction de sous-régions parce que c'est un peu c'est difficile aussi de concevoir qu'on est considéré au même titre qu'une région de Montréal où il y a des services de transport en commun, plus de proximité, alors que nous, en région, moins. Alors, on était contents. Et là-dessus, ils nous ont dit, bien, nous souhaitons que vous vous comportiez comme si vous étiez en zone rouge. Alors ça se traduisait par les mesures qu'on a mis de l'avant, par de l'information qu'on a affichée sur nos babillards, avec vous, à la radio, pour dire, bien, on est en zone orange, restons dans notre zone, puis invitons les gens de l'extérieur à ne pas venir chez nous pour venir nous compromettre, parce que content là, d'avoir nos services qui sont ouverts, nos entreprises pour qu'ils continuent à fonctionner. Les restaurants, les bars, même familialement, même au niveau familial, content d'être capable de recevoir nos enfants qui sont dans la région, qui sont dans la même région que nous. Vous savez, c'est moins contraignant. Alors, là-dessus, bien, c'est un peu ça que, comme on avait appliqué des mesures, bien, on voulait pas être en interférence avec toutes ces orientations. Déjà, c'est difficile. Déjà, pour la population, cette adaptation-là est difficile. Alors, il fallait éviter là, que le maire soit amené à pas interpréter, mais à commenter, puis après ça, être jugé. Ça, c'est un peu fatigant parce que tout le monde fait leur possible. Et puis... Et tout le monde apprend au fur et à mesure que les événements se passent. Oui. Comme disait un de mes directeurs généraux dans l'époque que je travaillais, bien, on tisse le tapis au fur et à mesure qu'on marche dessus présentement. Là, hein, c'est un peu ça. Alors, il faut d'abord, je salue les gouvernements supérieurs du travail qu'ils ont fait. Et puis, je salue également mon administration municipale et aussi les membres du conseil d'avoir cette adaptation-là, cette flexibilité-là à supporter toutes ces mesures-là. Et puis, espérons que tout ça, c'est pour le mieux et puis qu'on finisse par passer à travers cette deuxième vague. Et puis, c'est sûr que le vaccin, c'est la solution. Hein? Maintenant... Dans combien de temps? Dans combien de temps? Monsieur le maire, je veux parler du 375e. Oui. Parce que ça s'en vient quand même rapidement. Cette semaine, vous avez pris une photo devant, justement, le logo maintenant, qui est devant, on le voit justement, là, exact. Au haut de l'hôtel de ville. Comment ça se passe? Parce que, moi, je me souviens, vous étiez tellement enthousiaste. Toujours. Je le suis toujours. Oui, mais là... toujours. Ah non, oui, ça n'a pas baissé. Ben moi, je le suis un peu moins. Alors, vous, tant mieux. OK. Mais moi, je le suis un peu moins parce que je trouve ça dommage de voir, cette pandémie-là qui met des freins
cette fête-là, 375e, 375 ans, on ne fête pas ça tous les jours. Oui, mais vous avez... Je nous trouve chanceux, privilégiés, mais cette pandémie-là vient un peu mettre un frein aux activités. Oui, des legs, mais c'est sûr que des réunions, on se souvient de 350e, vous étiez d'ailleurs au conseil municipal à ce moment-là. Les fêtes qu'on a connues, les événements qu'on a connus, là, je trouve ça dommage que... Bon, écoutez, pour rassurer la population, d'abord, je veux remercier un membre qui nous a quittés au niveau du comité organisateur, M. Mario Dolan, qui a présidé, vous savez, même on avait fait une annonce qui a présidé le comité pour rassembler les gens autour d'une même table, autour de mettre en commun des idées et tout ça. Présidé ou préside? Qu'il a présidé parce qu'il nous a quittés en juin dernier. Okay. Ça, on le savait que M. Dolan, il voulait initier tout ce travail-là, mais que c'était temporaire. Alors, d'abord, je veux le remercier publiquement parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire parce que j'ai appris en pleine pandémie là, qu'il mettait fin là, à ses activités d'animation du comité. Alors, je veux le remercier publiquement parce qu'il a été un agent motivateur et inspirant là, pour le comité. Maintenant, quand vous dites que, oui, les fêtes ne sont pas compromises, il faut comprendre qu'à travers tout, justement, le travail qui a été fait par le comité organisateur, on a identifié, on avait lancé un programme héritage où on avait mis un montant d'argent, un 100 000 $ qui était attribué à des projets. Il y a une dizaine de projets qui ont été retenus pour lesquels on a attribué des montants. On parlait du Rocher de la Chapelle, entre autres. Non, ça, c'est autre chose. Okay, ça, c'est un leg. Mais dans les projets héritage, c'est des activités qui vont être tenues soit par le Carrefour mondial de l'accordéon, soit par le Festival de l'Oie, soit par des clubs sociaux, soit par des gens, des regroupements de personnes, des activités sportives, etc. Alors, on leur a annoncé récemment, suite à une rencontre, que ça, c'était pas perdu. Ce qui avait été attribué en matière de projet héritage, ils l'ont. C'est dans leur poche. Ils ont le budget, c'est dans leur poche. Okay. Maintenant, on leur dit, écoutez, le 375e, c'est en 2021. On ne connaît pas l'avenir. Alors, à l'intérieur de ça, il y a des événementiels. Il y a les familles des Proux, entre autres, qui ont prévu. Alors, j'imagine qu'ils vont le faire quand ils vont pouvoir. Ils ont reçu un montant d'argent. Pardon. Alors, à tous ces gens-là, on leur a dit, le budget est dans vos poches. Vous le ferez en 2021, en 2022, en 2023, mais sous le chapeau du 375e. Alors, de cette façon-là, bien, la motivation des gens demeure, et puis, ça va être souligné. Hein? Le 375e va être souligné. Les événementiels, ils vont en avoir. Maintenant, on pense aussi à un événementiel qu'on peut vraiment faire indépendamment de la pandémie. Et bien entendu, bien, il y aura sûrement quelque chose qui va tomber quelque part à un moment donné, un événement. Mais écoutez, si on ne peut pas le faire en 2021, on le fera en 2022. Mais on dit qu'en 2021, c'est notre 375e, on le souligne avec fierté, et il y aura quelque chose. Parce que on pourrait poursuivre. Ça serait bête, là. Ça serait bête de dire que la pandémie aura parce qu'on a un budget, hein, on a un budget à la ville là, qui touche les événementiels, qui touche aussi les legs d'environ 500 000 $. Ce budget-là, il est là. Il ne partira pas, là. Il ne fondra pas comme neige au soleil. Il va être reporté. Écoutez, il n'est pas là pour revenir dans nos poches, pour revenir là, dans le surplus. Il est là pour des fêtes. Maintenant, écoutez, les gens vont comprendre qu'on va le souligner à un moment donné. Puis... ça pourrait être en 2022? Ça pourrait être en 2022, ça pourrait être en 2023. Vous savez, tant et aussi longtemps qu'on ne pourra pas tenir nos événements, là, bien, les gens, ils ont l'argent dans leur poche. Et puis, parce qu'il y avait aussi des gens qui organisaient un théâtre, une pièce de théâtre. Là. Écoutez, c'est d'énergie, monter les pièces, tout ça. Là. On ne peut pas leur dire, ben là, faites-le, puis non, regardez, vous l'avez l'argent. Si vous ne pouvez pas le faire en 2021, vous le ferez en 2022. Puis on ne peut pas ne pas rien faire. 375 ans. On peut Il y a quelqu'un qui me disait hier, hey, c'est particulier, 375 ans, c'est pas tout le monde qui a l'occasion de souligner 375 ans d'existence. Exactement. Alors, c'est pour ça que je rassure la population, il va y avoir des fêtes. Maintenant, écoutez, on va s'adapter avec la pandémie. La pandémie ne viendra pas au bout de nous, c'est nous qui allons venir à bout de la pandémie. J'aime ça entendre ça.
Le temps passe vite. Oui. Et je l'ai mentionné avant la pause, dans une année, parce que ça fait déjà 3 ans que vous êtes maire de Montmagny, oui. Dans une année, il va y avoir des élections. Absolument. Maintenant, il reste une année, parce que les élections vont être début novembre 2021. Quels sont les projets? D'abord, le projet du centre d'immigration. Où on en est? Est-ce qu'on va revenir avec ça? Est-ce que c'est sur la table à dessin? Est-ce que des changements? Est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont être annoncés? C'est quoi votre dernière année comme maire de Montmagny avant les prochaines élections? Bien, vous savez, on est très préoccupé pour être attractif. Hein? Vous savez, quand on parle de marketing territorial, bien, le marketing, il faut développer notre marketing ici à Montmagny, dans la région, pour faire sortir les gens de l'autoroute 20. Alors, il y a des projets présentement là, sur la table. Bon, vous avez mentionné celui-là, mais il y en a d'autres qui sont sur la table. Il y a des projets aussi de développement résidentiel. Il y a des projets de garderie atypique. Bien, justement, il y en a un, développement résidentiel actuellement. Oui, bien... vous aviez parlé de 60 terrains. Je ne sais pas si c'est 60. C'était 53 terrains là, OK, qui étaient dans projetés. Le coin des tourterelles. Exactement. Des tourterelles. Exactement. Alors, voyez-vous, projet de garderie atypique. Projet de développement résidentiel, projet là, de développement récréatif et touristique. Alors, il y en a plein de projets. Projet d'aménagement du boulevard Taché. C'est déjà commencé, il y a déjà des travaux. Oui, on continue. Puis ça va continuer l'année prochaine. Alors, il y a aussi des projets de réfection d'infrastructures, de réfection de rues. Il y en a plein de projets. On est en train, justement, lundi prochain, on va finaliser, pas lundi, mais mardi, avec les membres du conseil, on va déposer nos projets en immobilisation pour que ce soit approuvé par tous les membres du conseil. Alors, puis vous allez voir que le circuit des 3 ponts, ça va se terminer. Nous, notre objectif, c'est il va y avoir une continuité cet automne, mais il va se terminer, il faut qu'il se termine en 2021. Vous allez voir, il y en a plein de projets et puis la pandémie nous empêche pas là, d'avancer dans ces projets. Mais vous freine un peu, veut pas. Non, pas du tout. Vous allez, non? Non, en 2020, okay. Là, il n'y a rien. On a été en retard de 2 semaines dans nos projets, mais on les a tous réalisés. Il n'y en a pas qu'on a reportés. Là. Vous avez vu cette année, en plus, là, le déploiement du gaz naturel. Il doit rentrer en service en décembre 2020. Alors, là-dessus, ça va bien, on prend les mesures qu'il faut et puis vous allez voir, il y en a plein de projets. Mais il nous reste 2 minutes. Oui. Vous m'avez posé la question. Ben oui, il faut que je vous pose la question. Tout le monde va dire oui, mais posez la question. Alors, je vous la pose. Il reste 1 an. Est-ce que vous avez l'intention de revenir ou de vous présenter pour un 2e terme à la mairie de Montmagny? Écoutez, la décision n'est pas prise définitivement encore. Alors, parce que vous restez encore... Bien, effectivement. Et puis, vous savez, je suis très motivé par tous les projets que je vous ai mentionnés. Et je crois beaucoup à notre potentiel d'attractivité. Alors, je travaille toujours là-dessus. Vous savez, une ville, là, ça se distingue parce qu'il la rend unique. Alors, il y a beaucoup de projets comme ça sur lesquels on travaille présentement. Et puis, vous savez, au départ, j'avais des ambitions, j'en ai encore, même à la fin d'un mandat, je continue à avoir cette même énergie-là. Et pour le moment, d'annoncer que je me représente ou pas, j'en suis pas rendu là. Mais sachez une chose, et je l'ai dit à M. Soucy, vous allez être les premiers à le savoir. Merci beaucoup d'avoir été aussi ouvert. Merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Je pense que c'est très apprécié de la population aussi que vous soyez là aujourd'hui. Oui. Merci. On va vous souhaiter que tout ça entre dans l'ordre à un moment donné, puis on va se reparler. Maintenant, ce sera le lendemain de chacune des assemblées publiques effectivement. Que le maire viendra à Montmagny. Puis on parlera des sujets qui auront été discutés, entre autres, au conseil municipal. Oui, je vais revenir là, davantage en présentiel à toutes les séances publiques pour justement informer la population des décisions qu'on prend et puis d'échanger sur quelques points d'actualité, mais qui va concerner plus le volet économique et touristique de notre ville.
Merci beaucoup, M. le maire. Ça fait plaisir. Lundi, on est en congé. Mardi, Oui. Charles-Olivier Aymon sera avec nous pour parler de la prévention. Cette semaine, c'était la semaine de la prévention des incendies. Alors, Charles-Olivier Aymon sera avec nous mardi. Il y aura la chronique juridique avec Maître Nathalie Dubé. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Je vous demande également d'être très prudent et de respecter les consignes, c'est très important. Revenez-nous mardi pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée, mesdames, messieurs, et surtout, bon week-end. Au revoir. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Service professionnel 88 248 55 95.